Donc, bonsoir à tous. C'est bon, vous m'entendez bien? Donc merci d'être venus pour cette conférence sur les enjeux environnementaux, démocratiques et économiques des zones à défendre. Donc cette conférence est organisée par l'association L'Univers étudiant. Donc c'est une association qui a pour but de sensibiliser les étudiants à l'écologie. Et donc on met en place des conférences comme celle-ci. On en avait déjà fait une sur la COP21, la conférence sur le climat qui aura lieu en décembre de cette année avec ATTAC. Et on va essayer de faire des projets plus concrets comme mettre en place le tri sélectif sur Tolbiac. Enfin, on essaye du moins. Donc c'est une association qui s'est créée il y a quelques mois. Donc si vous êtes intéressé pour avoir plus d'informations ou pour participer à des projets, il y aura une feuille qui circulera et vous pourrez mettre vos coordonnées. Donc pour vous présenter cette conférence, elle s'organisera en 3 temps. Donc d'abord Anna Trespech, qui est docteure en histoire à Paris 1 et chercheuse associée au Centre d'histoire sociale, va commencer. Ensuite, il y a un intervenant qui devait présenter des aspects un peu plus scientifiques qui n'a pas pu venir. Du coup, il y aura 2 personnes de l'association qui présenteront une petite présentation sur les zones humides, puis les aspects économiques et les conflits d'intérêts autour de ce projet. Et ensuite, Joël Etuman, qui est un ancien zadiste, conclura. Voilà. Donc on va donner la parole. Bonjour, merci pour votre invitation. Donc, ce que je vous propose, c'est de mettre en perspective les ZAD. J'ai intitulé ça quelques perspectives historiques, quelques perspectives dans le sens où je n'ai pas du tout vocation à faire quelque chose d'exhaustif. Donc les ZAD sont les zones à défendre, c'est le détournement d'un terme de la DATAR, qui signifiait zone d'aménagement différé. Donc c'est comme ça que la zone d'aménagement différé de Notre-Dame-des-Landes, qui a été décidée en 1974, a donné lieu à des mobilisations beaucoup plus tard dans le temps, dans les années 2000, avec des combats qui sont renforcés à partir de 2011-2012. Il s'agit donc d'une opposition à une mesure d'aménagement du territoire, que ce soit la construction d'un aéroport, d'un complexe de loisirs, en sachant que l'aménagement du territoire, ça répond à un modèle de société, à une certaine conception du progrès ou encore du développement. La résistance à ces projets se traduit avant tout par l'occupation de l'espace. Cette occupation vise donc à empêcher la destruction d'un écosystème, mais aussi un espace de vie humaine. Et en se prolongeant, finalement, cette occupation donne naissance à des micro-sociétés que l'on pourrait qualifier d'alternatives. Dans ces campements autogérés, on habite, on cultive, on produit des richesses locales pour résister. Et une solidarité se noue entre habitants autochtones et néo-installés pour créer une communauté de vie. Il se passe quelque chose. On est dans de l'histoire du temps présent, je dirais même de l'histoire vivante. On a seulement le recul d'une dizaine d'années. Pour autant, les ZAD s'ancrent dans une histoire. À la fois du point de vue de la forme prise par ces mobilisations, mais aussi évidemment du point de vue des idées. Donc on peut aussi restituer ces mobilisations dans une histoire des résistances à vocation environnementale. Donc comme je le disais, la généalogie que j'esquisse ici s'appuie sur des références que les zadistes font, mais il est bien évident que ces références sont extrêmement nombreuses, hétérogènes, donc ce cours exposé ne pourra pas en rendre compte dans sa globalité. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est 2 temps. Un premier temps sur qu'est-ce que c'est que cette forme d'engagement des ZAD et dans un deuxième temps, dans quelle histoire des idées on peut
l'ancrer. Tout d'abord, il s'agit de replacer les arbres dans l'histoire de la protection de l'environnement, ce qu'on nomme l'environnementalisme. Depuis l'époque industrielle, des voix s'élèvent pour protéger certains espaces de l'industrialisation, de l'urbanisation et d'un ensemble de projets d'aménagement du territoire menés au nom de la modernisation. Cette demande de protection a d'abord été menée au nom de la patrimonialisation. On a cherché depuis la fin du 19e, le début du 20e siècle, à défendre d'abord certains paysages. C'est un des premiers combats, c'est le combat d'un député, du député donc Charles Vauquier, qui s'est mobilisé pour défendre les cascades du Lison, c'est en Franche-Comté. Elles étaient menacées par la construction d'une conduite forcée. Et finalement, il y a eu 2 procès et ces cascades ont été sauvegardées. Et surtout, ce combat, un des premiers combats, la généalogie est discutable, ce combat gagné a donné lieu à la création de la Société pour la protection du paysage, qui a été créée donc, par ce député en 1901. Et cette Société pour la protection du paysage est à l'origine d'une des premières lois justement de patrimonialisation du patrimoine naturel, la loi de 1906 sur la protection des sites et des monuments naturels de caractère artistique. Parce qu'à cette époque-là, le critère pour justement protéger un espace de l'industrialisation et l'urbanisation, c'est la beauté du paysage. Donc il y a cet arrière-plan. Deuxième arrière-plan, dans cette idée de, voilà, on protège des espaces, c'est évidemment le long combat en France pour la création de parcs nationaux, de parcs naturels. Donc là, on est dans la démarche du conservationnisme. C'est la volonté de sanctuariser certains espaces, des espaces dont qu'on considère comme inhabités, qu'on veut préserver justement de l'activité humaine. Les parcs nationaux, c'est vraiment ça, à l'exception des activités agricoles et forestières qui sont tolérées, qui continuent à exister dans les zones centrales des parcs nationaux, qui, je vous le rappelle, donc, les parcs nationaux en France sont créés en 1960. Et donc, c'est pareil, il y a cet arrière-plan historique, et je voudrais rappeler ici les combats qu'il y a eu autour du parc de la Vanoise entre 1969 et 1971. Le parc de la Vanoise, il voit le jour en 1963, c'est le premier parc national français. Et patatras, à la fin de la décennie 1960, des projets immobiliers le menacent très sérieusement, puisque une société immobilière veut construire une nouvelle station de ski et des remontées mécaniques dans justement la zone centrale du parc national. Comment ça s'est passé ce combat de 69, 70, 71 ? Eh bien, la Fédération française des sociétés de protection de la nature s'est engagée très fermement dans la défense de la loi qui avait été votée en 1960. Et elle a fait des alliances même contre nature avec les chasseurs. Et donc, comment est-ce qu'ils s'y sont pris pour défendre ce parc national de la Vanoise ? Eh bien, avant tout en mobilisant les médias, puisqu'il y a un premier article qui est publié dans Le Monde le 16 mars 1969, un article de Philippe Trainard, que l'on peut qualifier de lanceur d'alerte. Puis donc, par cette Fédération française des sociétés de protection de la nature, et notamment par Jean-Pierre Raffain, qui a réalisé cette carte. Jean-Pierre Raffain, vous savez, c'est le président d'honneur de France Nature Environnement. Aujourd'hui, il a été député européen, c'est une grande figure de l'histoire de la protection de l'environnement. Et donc, justement, il publie donc, en 1970, justement, il réalise une carte pour montrer le caractère abject de ce projet immobilier. Il indique bien, donc, vous voyez, des flèches pour montrer les couloirs d'avalanche qui sont connus de longue date, et les petits tirets pour bien montrer la zone dans laquelle les bouquetins évoluent.
Deuxième étape, au-delà de la mobilisation de l'opinion publique qui a bien fonctionné à travers donc, les médias, il y a eu la bataille juridique. Puisque notamment, bataille juridique et puis surtout bataille de papier. Il n'y a pas eu de mobilisation, c'était surtout une mobilisation de ce point de vue-là. Par exemple, lors de l'enquête publique qui a été menée en septembre 1970 à la préfecture de Chambéry, on sait aujourd'hui qu'il y a eu 170 000 lettres de militants qui ont été envoyées pour montrer la mobilisation locale contre ces projets. Et donc finalement, les bétonneurs, c'est comme ça qu'on les appelle, n'ont pas eu gain de cause. Et ça a été une des premières grandes victoires environnementales. On a parlé donc de protection des paysages pour leur beauté, on a parlé de protection des paysages contre l'industrialisation, l'urbanisation, et puis évidemment la protection des espaces, ça a été aussi pour protéger l'activité agricole des habitants. Et là, il faut bien le dire, cette histoire est avant tout une accumulation d'échecs. Donc, là, pour resituer un petit peu les choses, on est donc juste dans l'après-guerre, à la Libération. Vous savez donc qu'il y a un grand plan de modernisation et d'équipement, le plan Monet, qui a été donc décidé en France en 1947. Et donc le but, c'est de faire entrer la France dans la modernité. Donc c'est une grande politique volontariste d'aménagement du territoire qui va bouleverser nos espaces ruraux. Je voudrais prendre pour exemple l'affaire de Tignes, qui est une des grandes, qui a beaucoup ému la France. Il y a eu beaucoup de reportages écrits, mais aussi cinématographiques, qu'on a pu voir dans nos actualités cinématographiques. Les villageois de Tignes donc, se sont battus pendant 8 ans, de 1946 à 1953, contre le barrage qui a finalement été construit. Vous voyez des archives qui montrent bien l'élévation de ce barrage. C'est un barrage qui a nécessité la disparition de 248 hectares de terres cultivables, mais aussi la disparition du chef-lieu et de plusieurs hameaux de la commune. Et elle a nécessité le départ de 384 habitants sur une population totale de 467. Donc une très grande majorité des habitants ont dû quitter donc, leur lieu d'habitation et leur lieu de vie. Dans un premier temps, les villageois ont exprimé une très grande colère, et ont fait preuve vraiment de réactions violentes. Donc c'est 1946-1947. Qu'est-ce qu'on observe? On observe des actes de désobéissance civile. À l'été 1946, par exemple, le préfet donc, vient expliquer le projet. Il est conspué et puis sa serviette qui contient les actes d'expropriation est subtilisée par les habitants donc, en colère. Et puis on voit se multiplier des actes insurrectionnels. Les habitants bloquent la route nationale, le chantier est pillé, des sondeuses sont détruites, des baraquements sont incendiés, la ligne de haute tension qui alimentait le chantier est rompue. En 1947, les choses tournent même mal, le chef de chantier est brutalisé, et puis les ouvriers viennent au village en représailles, les gendarmes doivent intervenir. Donc ça a été vraiment le premier temps, la première réaction très violente des villageois qui ne comprennent pas l'utilité de ce projet. Et puis le deuxième temps, c'est encore une fois le temps de l'action en justice. Les habitants vont tout faire pour prouver que ce projet est illégal. Et puis, voyant que
la procédure judiciaire serait longue, que sans doute il n'aurait pas de gain de cause contre EDF. Et bien finalement, à partir de 1948, la municipalité de Tignes entre en négociation et finalement cette municipalité cherche avant tout à indemniser au mieux les habitants et à défendre au mieux l'intérêt des habitants qui seront finalement expropriés. Voilà, donc un premier point sur qu'est-ce que ça veut dire défendre les espaces. Deuxième caractéristique des ZAD, c'est qu'on occupe les lieux. Comment est-ce qu'on peut remonter dans le temps et voir peut-être des récurrences dans cette affaire. On voit bien que dans les ZAD, la mobilisation elle est réinventée. Il ne s'agit pas seulement de faire quelques manifestations. La grève, en l'occurrence, est inopérante. Et donc, on occupe les ZAD pour justifier que l'espace est bien vivant et non pas inhabité. Et c'est vrai que c'est assez frappant quand on prend le cas de Notre-Dame-des-Landes de voir qu'en 1974, quand on a expliqué aux habitants de la commune ce projet d'aéroport, les habitants, leur premier réflexe, ça a été ce slogan « Nous n'habitons pas un désert ». Nous n'habitons pas un désert. Voilà, et donc évidemment, cette occupation entraîne son lot de confrontation avec la police, avec l'État. Alors, on trouve évidemment des correspondances entre ce qui s'est passé au Larzac entre 1971 et 1981 et ce qui se passe aujourd'hui dans les ZAD. Donc pour rappel, c'est un projet de zone militaire qui menace 103 éleveurs de brebis et ces 103 éleveurs de brebis du Larzac reçoivent des soutiens d'horizons extrêmement divers. On a l'installation de néo-ruraux, comme dans les ZAD. Ces militants paysans, par exemple José Bové en faisait partie. Et puis cette volonté d'ancrer, de pérenniser l'occupation. Donc l'occupation du Larzac, par exemple, il y a eu le projet de construction d'une bergerie. Donc il y a vraiment cette volonté de pérenniser les solidarités établies. Il y a également dans la lutte au Larzac le refus de la violence. Vous savez que notamment la communauté de l'Arche de Lanza del Vasto a été un soutien ferme à ce combat. Mais il y a eu également des actions illégales et des actions évidemment destinées à frapper l'opinion publique. Il y a toujours cette question de mobiliser l'opinion publique. Et ça a été par exemple le cas avec la Grande Marche sur Paris avec les tracteurs en 1973. Ce qu'on retrouve également comme correspondance, c'est, je le disais, des solidarités intergénérationnelles et intersociales qu'on avait au Larzac et qu'on a aujourd'hui dans les ZAD. Au premier grand rassemblement de 1973 sur le plateau du Larzac, il y avait ces éleveurs de brebis autochtones, ces néo-ruraux, ces militants post-68. Ils étaient, voilà, il y avait des urbains, des ruraux, des agriculteurs ou des ouvriers. Il y a vraiment cette idée de solidarité et puis aussi cette dimension festive, cette idée que... alors, ça n'a rien à voir, et puis d'ailleurs, je n'ai pas d'illustration, mais il m'a semblé qu'il y avait aussi, donc, on pourra en discuter, des filiations avec certains mouvements, notamment, je pense, au mouvement de Reclaim the Streets, qui est un mouvement britannique des Arabes dans les années 90. Je vous explique pourquoi. Donc, c'est un collectif qui vraiment est formé donc, en mai 1995 avec pour vocation de reconquérir les espaces publics. Donc c'est un mouvement londonien et à la base il a été, c'est une réaction à l'interdiction qui avait été votée en 1994, l'interdiction des rave parties. Et donc Reclaim the Street a toute
toute une réflexion sur comment mobiliser l'opinion, quelle nouvelle forme d'engagement on peut créer. Donc elle propose, ce mouvement a à la fois proposé des street parties où justement il y avait donc des défilés militants où la foule dansait sur une sono qui était installée clandestinement, et puis surtout en 1996, une des grandes actions qui ont été les leurs, c'est une dizaine de milliers de militants qui sont parvenus donc, à creuser des trous dans l'asphalte d'une autoroute britannique pour y planter des arbres. Donc voilà, il y a aussi cette... il y aurait quelque chose à creuser de ce point de vue-là. Troisième point, les ZAD, on l'a vu un petit peu avec le Larzac, c'est aussi la volonté d'élaborer des relations sociales sur de nouvelles bases. Et donc, il me semble qu'il y a une volonté d'expérimenter quelque chose de l'ordre du communautaire. Moi, ça m'a fait penser au mouvement du Lebensreform de Bewegung, qui naît en Allemagne à la fin du 19e siècle. Donc, ce mouvement de réforme du mode de vie, comment est-ce qu'on pourrait habiter différemment, manger différemment, avoir des relations de travail différentes, etc. La plus célèbre communauté qui s'inscrit dans ce mouvement de réforme du mode de vie, c'est la communauté de Monte Verita, la montagne de Verita, en Suisse. Elle est célèbre parce qu'elle a réuni des artistes célèbres, Rudolf Hess, Romain Roland, des danseurs, beaucoup de danseurs, des peintres, des architectes, des philosophes. C'était des artistes qui étaient tous d'accord sur la critique de l'industrialisation, de l'urbanisation, qui était à ce moment-là en plein essor, et qui proposait la propriété collective, qui aussi expérimentait des techniques, des méthodes de médecine naturelle, qui expérimentait des régimes alimentaires crudivores, diététiques, végétariens. Voilà, et puis il y avait aussi la dimension du naturisme, une culture corporelle au cœur de leur réflexion. Ce mouvement de réforme du mode de vie qui parle de l'Allemagne, de Suisse, il a également eu des épigones en France chez les anarchistes, toujours à la fin du 19e, donc surtout au début du 20e siècle. Ici, vous avez une carte postale qui témoigne de la colonie libertaire de d'Aiglemont. C'est une colonie donc, qui a duré quelques années, qui a été fondée par Jean-Charles Fortuné-Henry, avec un Y, qui est un fils de communard. C'est une communauté donc, qui est située dans les Ardennes, qui est très isolée géographiquement. Et donc, numériquement, ils sont assez peu nombreux, puisqu'en 1905, ils sont une vingtaine de colons, ils sont au maximum. Et donc, ils se répartissent dans 3 bâtiments autour d'une hutte principale, et ils vivent de l'activité agricole, et surtout, ils servent de modèle. Victor Serge, Anatole France visitent cette communauté et s'en inspirent pour leur réflexion. Deuxième exemple, c'est la communauté libertaire de Vaux, VAUX. On est dans l'Aisne, près de Château-Thierry. C'est une communauté donc, qui dure de 1903 à 1907, qui est initiée par Georges Buteau, BU-TAFD, qui est un militant anarchiste radical qui s'est converti au végétarisme et qui s'est rapproché du groupe des Naturiens, donc un groupe qui cherche à revenir à l'état naturel. Et donc avec les Naturiens, il avait fondé la Société pour la création d'un milieu libre. Et donc c'est dans le cadre de cette société qu'il réussit à obtenir d'un paysan des terres, dans l'Aisne. Et il réunit autour de lui donc, des militants libertaires qui veulent s'émanciper du capitalisme, s'émanciper du salariat, et puis aussi
on est à un moment dans l'histoire du mouvement anarchiste où il y a la volonté, il y a un certain renoncement à une révolution d'ordre global, et donc voilà, la volonté de se retirer pour au moins expérimenter à l'échelle locale, donc une communauté sur des bases nouvelles, échapper à l'ordre social pour fonder une société selon des lois et une morale nouvelle. C'est une communauté donc, qui vit en autarcie, qui se veut non autoritaire, qui développe cette communauté de veaux, donc des activités artisanales, bonnetterie, habillement, travail de cordonnerie. Mais elle est, comme toutes les communautés, fragilisée par des tensions. Le couple Buteau, Georges Buteau et Sophie Zaïkowska, sa compagne, sont accusés d'autoritarisme. Et donc là, je m'inspire de l'histoire du naturisme d'Arnaud Bobéro, qui a été chercher donc, un témoignage dans Le Libertaire, un témoignage donc d'un homme ou d'une femme, je ne sais plus, qui dit, je cite, qu'il y a des tensions, je cite, entre les actifs, les raisonnables qui labourent la terre, pendant que les naturiens et les végétariens roupillent jusqu'à midi ou s'en vont sous les arbres lire Stirner. Voilà. Donc, Buteau, qui est accusé de vouloir imposer l'interdiction d'alcool, de viande. Bref. Donc, une expérience qui fait long feu, qui se termine en 1907, mais voilà. Il y a eu ces expériences de communautés libertaires qui sont importantes au début du XXe siècle, à la belle époque. Évidemment, je pense qu'il y a une certaine filiation avec le mouvement hippie, qui naît donc en Californie au milieu des années 60, avec cette volonté de libérer les mœurs, de réinventer le quotidien, et qui est très influencé par la Beat Generation. Ce mouvement hippie en France, il a des filiations avec le mouvement néo-rural, qui est important dans les années 70 en France. On considère qu'il y a 300 à 500 communautés en France en 1972, et que ça regroupe jusqu'à 50 000 personnes l'été, beaucoup en Ardèche. Donc ce sont des communautés qui sont intéressantes parce qu'elles ont tenté, parfois avec succès et parfois sur le long terme, de réinventer les relations sociales sur tous les plans, mais en particulier les relations de travail, je dirais en rétablissant les relations économiques, en les ancrant de nouveau sur la valeur d'usage et non plus sur la valeur d'échange. Et un exemple de communauté qui a eu, on peut dire, a réussi et qui existe encore aujourd'hui, c'est la société Ardelaine, qui est une société coopérative et participative, qui est installée en Ardèche et qui a été créée en 1972 à partir des ruines d'une filature, la dernière filature d'Ardèche. Et voilà, aujourd'hui, c'est une entreprise qui fait participer tous ces salariés et qui réussit à fonctionner et qui a réussi surtout à redynamiser le tissu économique local, puisque c'est une coopérative qui a réussi à recréer une filière laine dans le sud-est de la France. Donc voilà, toutes ces communautés néo-rurales, certaines de ces communautés néo-rurales ont réussi à durer dans le temps. Je pense qu'il y a également une réflexion à mener sur le mouvement autogestionnaire, dernier point. La revue, il y a une revue Autogestion qui naît en 1966, donc 2 ans avant mai 68. Et Henri Lefebvre l'a définie comme ceci. Elle est la voie et l'issue, la
force qui peut soulever les poids colossaux qui pèsent sur la société est l'accable. Elle montre le chemin pratique pour changer la vie. Cela reste le mot d'ordre et le but et le sens d'une révolution. Voilà, donc dans ce mouvement autogestionnaire qui a été notamment porté par la CFDT dans les années 70, mais pas seulement, il y a vraiment cette idée d'utopie concrète qui a été expérimentée par les LIP, vous savez, en 73, avec ce slogan « On fabrique, on vend, on se paie, c'est possible ». Voilà, donc sur ce premier panorama, sur voilà, cette forme d'engagement. Sur les filiations idéologiques, il faut saisir le mouvement des ZAD dans une histoire des idées qu'on pourrait qualifier d'une histoire en creux, une histoire des résistances qui finalement a encore peu de visibilité. Tout d'abord, je pense, mais c'est pareil, là je parle sous contrôle et on pourra en rediscuter, je pense qu'il y a indéniablement un berceau libertaire. On le voit, les zadistes refusent d'être affiliés à un parti ou à un syndicat, même s'ils reçoivent le soutien d'Europe Écologie Les Verts, des Amis de la Terre ou de la Confédération paysanne. Donc il y a cette volonté de ne pas être encarté. Et puis il y a également la méfiance vis-à-vis des médias, en tout cas des médias dominants, peut-être pas des médias locaux, mais des médias dominants, avec notamment cet usage du pseudonyme anonyme Camille, qui renvoie le système médiatique voilà, à un système de dominants auquel les zadistes ne veulent pas se soumettre et dont ils ne sont pas dupes. Évidemment, dans les idées qui dominent, enfin qui en tout cas qui réunissent ces zadistes, il y a un projet anticapitaliste. Et dans ce projet anticapitaliste, évidemment, une réflexion sur ce que c'est que le progrès, sur ce que c'est que, sur la place qu'on accorde à la technique. Et c'est vrai que là, on a comme grand ancêtre, on a le philosophe Jacques Ellul, qui, dans les années 1960, a une réflexion très aboutie sur le rôle de la technique, sur la rationalisation, qui n'est pas seulement une rationalisation qu'on observe dans les usines, mais une rationalisation à l'œuvre dans nos sociétés et qui appauvrit notre imaginaire et tend à déshumaniser notre société. Donc ça, ce sont les années 60. Dans les années 1980, il y a également toute la réflexion qui verra naître le mouvement de la décroissance. Je pense en particulier au bulletin du MOS de Serge Latouche, qui à cette époque-là était un petit bulletin. Hein. Le MOS, c'est le mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales. Dans les années 80, c'était un petit bulletin de type universitaire, mais qui était volontiers ouvert au débat avec les non-universitaires, et notamment avec les militants. Et cette revue, ce bulletin, avait pour figure tutélaire justement Marcel Mauss, qui, vous le savez, a écrit un essai sur le don en 1924, qui est un ouvrage fondamental, puisqu'il démontrait que aucune société n'a jamais fonctionné sur le troc. Et donc, et c'est pourtant la base de toute théorie économique, à savoir, voilà, notre société fonctionne à partir d'échanges. Marcel Mauss, au contraire, montrait que les sociétés ont fonctionné sur une économie du don. Et que cette économie du don, ça suppose des démonstrations de générosité
qui sont empreintes de violence et qui peuvent prendre des formes extrêmement belliqueuses. Et donc, finalement, encore une fois, l'économie n'est pas... Les échanges économiques, malgré tout, ne sont pas neutres. Et au contraire, ils sont porteurs d'une grande violence qui menace à tout moment d'exploser. Il y a toute cette réflexion que Serge Latouche mène dès les années 1980 et qui verra naître donc la théorie de la décroissance. Et puis évidemment, il y a une filiation avec les mouvements altermondialistes qui prennent leur essor dans les années 1990, dans un contexte de mondialisation économique, mouvements qui sont bien connus. Dernier point dans cette histoire des idées, évidemment qu'il y a l'écologie la vision de l'écologie qui est partagée par les zadistes est une écologie plutôt radicale. Alors, je n'ai pas du tout prétention à établir des filiations que je serais bien normal de restituer, mais comme je connais un petit peu la théorie situationniste et que c'est une des filiations dans l'écologie radicale, je vous propose d'en parler un petit peu. Les situationnistes, c'est un groupe qui existe entre 1957 et 1972. Les deux grands penseurs, c'est Guy Debord et Raoul Vaneigem. Et ils viennent du milieu artistique, ils viennent des avant-gardes artistiques. Et dans les années 1960, leur réflexion et leur combat évoluent vers des mobilisations plus politiques. Mais ce qui est intéressant chez eux, justement, par rapport à cette réflexion sur l'espace, c'est qu'ils ont une réflexion très tôt, dès les années 50, sur l'urbanisme et sur l'espace. Vous savez, ils définissent une psychogéographie, c'est de leurs concepts, un de leurs néologismes, mais qui nécessiterait beaucoup d'explications, mais il y a quand même cette réflexion sur l'idée que l'espace conditionne notre mode de pensée, notre mode de vie. Et donc, eux, ils déambulent dans les villes et ils caractérisent chacun des quartiers selon l'émotion qu'elle leur procure. Donc, il y a une dimension très sensible. Et surtout cette idée que l'espace, les constructions humaines ne sont pas anodines. Et ils sont en lutte contre le fonctionnalisme de Le Corbusier, qui, vous le savez, segmente la vie des hommes en 4 principales fonctions, habiter, circuler, travailler, se divertir. Justement, les situationnistes honnissent Le Corbusier et proposent une approche beaucoup plus sensible de l'espace. Et puis évidemment, les situationnistes ont une approche culturelle du politique. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'il y aura un changement de société qu'une fois que les individus auront pris conscience des mécanismes de domination qui travaillent pas seulement l'économie, mais aussi justement l'architecture, les loisirs, la politique évidemment, les syndicats, la jeunesse, etc. Voilà, donc pour dire les choses un petit peu rapides. Et donc, ils ont eu des héritiers dans le monde de l'écologie. Un des premiers héritiers, c'est un situationniste lui-même, c'est René Riesel. René Riesel, qui rejoint les situationnistes au moment des années 68, en 67. Après cette expérience situationniste, en 71, il se retire dans les Pyrénées, puis en Lozère, où il devient éleveur. Et à partir de 1980, entre 91 et 99, il va militer très fermement à la Confédération paysanne, où il défend des actions radicales. Et d'ailleurs, il quitte la Confédération parce qu'il considère que justement, ils sont trop dans le compromis.
René Kiesel est toujours engagé dans un autre groupe qui s'appelle l'Encyclopédie des nuisances. L'Encyclopédie des nuisances, qui est aujourd'hui une maison d'édition qui édite donc des textes écologistes assez radicaux. À la base, c'est une revue qui existe entre 1984 et 1992. Et la thèse que défendent les encyclopédistes, les nuisances, c'est que le progrès cache en fait une accumulation de nuisances. Et qui est-ce qui dissimule ces nuisances? Eh bien, ce sont les scientifiques, les experts, les hommes politiques, les bureaucrates, les industriels, les médias qui organisent le mensonge social. Donc, dans leurs articles, ils s'appliquent à dénoncer les industries polluantes, les déchets toxiques qui sont déversés en particulier dans les pays en voie de développement. Et évidemment, quand le scandale de Tchernobyl advient, pour eux, ce n'est qu'une conséquence de ce système. Et donc, Guy Debord, notamment, a participé à cette encyclopédie des nuisances avec un article, notamment, de 1985, qui porte sur la dégradation de notre nourriture. Voilà. Et donc, les encyclopédistes sont très remontés contre les écologistes, qu'ils accusent d'être des intermédiaires, je cite, intéressés à conserver les contradictions dont ils assurent la régulation des négociateurs voués au marchandage. Donc, René Kiesel, l'encyclopédie des nuisances, et puis, autre filiation, c'est le mouvement, la revue Tikkun, et revue Tikkun qui donne naissance au collectif de l'insurrection qui vient, qui rédigera donc, qui rédigera ce petit manifeste, l'insurrection qui vient. Et donc, la revue Tikkun, c'est 1999-2001, il y aura deux numéros. Et donc, dans l'insurrection qui vient, on voit bien que Tikkun dénonce attaque, dénonce la pensée de la décroissance, qui, selon eux, ne propose, je cite, qu'un programme de réforme du capitalisme. Donc, on voit bien l'affiliation avec l'encyclopédie des nuisances. Et cette attaque, cette pensée de la décroissance, selon eux, est de collusion avec les maîtres de la cybernétique, la multinationale, ou les multinationales comme Apple. Et donc, eux, ils prônent un altermondialisme radical. Je voudrais finir justement sur cette radicalité qui caractérise Tikkun. Dans leur premier numéro, en février 1999, ils avaient intitulé un article « Eh bien, la guerre », point d'exclamation. Et voilà ce qu'ils disaient. Un jour, une société a tenté, par des moyens innombrables et sans cesse répétés, d'anéantir les plus vivants d'entre ses enfants. Ces enfants ont survécu, ils veulent la mort de cette société, ils sont sans haine. C'est une guerre qui n'est précédée d'aucune déclaration. Au reste, nous ne la déclarons pas, nous la révélons seulement. Voilà, donc cette filiation dissuasionniste est une filiation dans l'écologie radicale qu'on pourra en discuter. Voilà, donc en conclusion, il me semble que les militants des ZAD sont les héritiers d'une histoire aux innombrables méandres et dont ils n'ont peut-être pas nécessairement conscience. Il y a une grande part de créativité, de spontanéité dans leur mode de mobilisation. Ils ont des trajectoires politiques et intellectuelles extrêmement différentes les uns des autres. Mais on voit que les filiations qui ont été esquissées ici dessinent une histoire des résistances, souvent souterraines, souvent méconnues, mais on le voit bien très vivante aujourd'hui encore. Voilà. Ouais, ça va. Peut-être la lumière. Alors, bonsoir à tous. Il était prévu qu'un membre d'Apifera Tarn, donc c'est une asso de vulgarisation autour de la nature,
nous présente les enjeux écologiques autour de la ZAD, mais étant donné que les zadistes de Cévennes se sont fait expulser, il a annulé parce qu'il a juste mieux à faire. Toutefois, cette partie capitale, l'écologie est une science avant d'être une idéologie. Je vous propose donc de parler brièvement des zones humides, de ce qu'elles peuvent jouer comme rôle et faire un petit historique de comment des rapports des hommes avec les zones humides, en France en tout cas. Donc pourquoi les zones humides ? Parce que les deux ZAD emblématiques, à savoir Notre-Dame-des-Landes et Cévennes, s'opposaient toutes deux à de grands projets qui se situaient sur des zones humides. Alors, une zone humide, c'est un endroit marécageux. La faune et la flore peuvent se développer avec assez peu d'intervention humaine. La biodiversité y est donc plus forte qu'ailleurs. En France, on en compte 43 pour 1,8 million d'hectares, soit 3% du territoire national. À quoi servent les zones humides ? On peut distinguer plusieurs rôles des zones humides. Donc, en premier lieu, pour les animaux, ce sont ce qu'on appelle des zones de frayère, c'est-à-dire des zones de reproduction pour les amphibiens et les amphibiens et les poissons. Et sur le site du gouvernement, on peut aussi lire qu'on estime que la moitié des espèces d'oiseaux en France dépendent de ces zones humides. Donc c'est quand même quelque chose d'important pour la biodiversité. Mais aussi, directement pour les humains, il y a une utilité, c'est-à-dire que il y a deux rôles. Elles retiennent l'eau, ce qui fait qu'en période de forte pluie ou quelque chose comme ça, ça réduit les risques d'inondation ou de crue. Et ce sont des zones de dépollution, c'est-à-dire la pollution que l'humain génère. Elles permettent de pallier ça, en partie. Donc, malgré ces services rendus à l'homme par les zones humides, on a eu tendance à les considérer comme des zones inutiles, des résidus d'une nature hostile parce que non exploitables économiquement. Ainsi, selon un rapport du directeur général de l'aménagement au sein du ministère du Développement durable, près de 67% des zones humides métropolitaines ont disparu depuis le début du XXe siècle, dont la moitié entre 1960 et 1990. Ces zones qui ont disparu, c'est-à-dire qui ont été détruites par l'homme, l'ont été dans le cadre de grands plans d'aménagement, drainage des marais pour l'urbanisation, pour des routes, de nouvelles parcelles agricoles. Parallèlement à la disparition des zones humides, une prise de conscience permit progressivement l'émergence des zones humides dans le champ politique. Concrètement, en 1971 a lieu la Convention Ramsar qui définit les zones humides. 168 pays l'ont ratifié, dont la France. C'est pour ça que d'ailleurs depuis le 2 février est la journée mondiale des zones humides. Enfin, en France, la loi sur l'eau de 1992 encadre la gestion et la préservation des zones humides. Ainsi, en cas de grand projet d'aménagement, c'est le principe ERC qui devrait prévaloir. Le principe ERC, c'est E pour éviter, R pour réduire, C pour compenser. Ce qui veut dire concrètement que lorsqu'on élabore un projet comme ça qui implique la destruction d'une zone naturelle, on doit d'abord chercher à l'éviter, voir si le projet est évitable, simplement. Donc on doit chercher à l'éviter. Ensuite, on doit chercher à réduire cet impact, donc en peut-être déplaçant, réduisant la taille du projet ou en déplaçant une partie, voilà. Et enfin, on doit compenser. Et selon la loi, c'est censé être 2 fois la zone qui est détruite qui doit être compensée. Et du coup, là, on arrive... D'où l'argument qu'ont les zadistes, que peuvent avoir des zadistes. Ces projets sont de toute manière illégaux parce qu'ils ne respectent pas cette loi sur l'eau, les surfaces détruites étant trop grandes pour être remplacées. Voilà. Bonjour, donc je vais introduire les aspects économiques autour de ces ZAD, mais aussi les possibles conflits d'intérêts qu'il y a autour des chefs d'entreprise et des élus dans l'élaboration des projets que sont l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et le barrage de Cévennes. Pour commencer, il faut savoir que vis-à-vis du contexte à Notre-Dame-des-Landes, globalement, il y a eu plusieurs dizaines de sondages depuis les dernières années et à chaque cas,
les pourcentages allaient de 55% d'avis défavorables à l'avancée du projet jusqu'à 80%. Et enfin, il y avait aussi des élus qui émettaient des doutes justement vis-à-vis de la pertinence de cet aéroport, comme François Bayrou et Jean-Louis Borloo, puisque à seulement 2 heures de route du site où allait être initié cet aéroport, il y a un autre aéroport qui s'appelle celui de Nantes Atlantique. Globalement, il y a eu on voit qu'il y a du forcing vis-à-vis des élus, pour ne pas laisser place au débat public et permettre les enquêtes scientifiques sur les rapports environnementaux et économiques de ce genre de projet. Pour étayer un peu plus ces conflits d'intérêts, on peut citer quelques cas de pantouflage, c'est-à-dire des personnes qui ont travaillé à des postes de cadre dans le service public et qui, quelques années qui suivent leur démission du service public, finissent dans des compagnies comme Vinci, qui ont gagné les appels d'offres pour, par exemple, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. On peut prendre le cas, par exemple, de Bernard Hegelstein, qui a été préfet du département et qui a supervisé notamment le projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, et qui, après une démission en 2009, en 2001, il est recruté par la compagnie qui a remporté l'appel d'offres, Vinci Autoroute. Ou sinon, on peut aussi prendre le cas de Nicolas Notebaert, qui a été conseiller technique pour le ministère des Transports sous le gouvernement Jospin jusqu'en 2002, et qui juste après, quelques mois après, a été recruté par Vinci et est actuellement président de Vinci Airports. Enfin, pour voir aussi les problèmes d'éthique qu'il pourrait y avoir au niveau du projet du barrage de Siemens, pour ce genre de projet assez conséquent qui peuvent avoir des conséquences désastreuses sur l'environnement, la plupart, les conseils généraux des régions ou des départements sont censés passer par un moratoire. Un moratoire qui est donc un processus où on mène des enquêtes scientifiques sur le terrain pour voir les possibles conséquences. Pour le barrage de Siemens, ce moratoire n'a pas eu lieu, il a été outrepassé par décision des élus. On peut détailler un peu plus ce cas, c'est-à-dire que la compagnie qui a été désignée, donc il n'y a même pas eu d'appel d'offres pour construire le barrage de Siemens, c'est la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, siglée CACG. Donc elle a été désignée par le Conseil général du Tarn, donc c'est un conseil au niveau départemental composé d'élus qui justement a choisi différents projets de construction pour les travaux publics. Et on peut apercevoir qu'il y a d'énormes conflits d'intérêts, puisque les gens qui siègent au conseil d'administration de cette compagnie de travaux, ce sont aussi parfois des élus du conseil. Enfin, pour aborder les aspects économiques, il est souvent justifié pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes la volonté de créer un hub économique, c'est-à-dire booster de façon artificielle en faisant travailler les gens et en lançant des projets immobiliers. Ce genre de justification peut s'avérer bancal étant donné qu'il y a déjà les infrastructures pour le transport dans les environs
et aussi la présence de cet aéroport de Nantes Atlantique. Enfin, pour introduire aussi en quoi le fait qu'il est évident que des élus qui ne prennent pas du tout en compte l'intérêt des habitants locaux et qui forcent ou agissent de façon complètement indépendante vis-à-vis de leur mandat, peut avoir cet aspect antidémocratique. C'est pourquoi on peut aussi aborder, par exemple, les réformes qui ont lieu ces derniers mois, notamment avec certains articles de la loi Macron. Donc cet article, globalement, a une volonté d'accélérer les processus de construction et de permettre plus de liberté aux entreprises. Mais concrètement, ça revient à faire quoi? Par exemple, pour l'article 24 de la loi qui prévoit d'étendre la construction de logements dans des zones boisées urbaines, et puis s'ajoutent les articles 26 et 27 qui sécurisent des opérations d'importance majeure, donc en étendant l'autorisation à des matières d'installation classées. Dans les faits, cette loi va permettre de délivrer des permis de construire en moins de 5 mois. 5 mois, ça veut dire que les habitants, les associations ne seront pas ou peu consultés sur ce genre de projet. Et derrière, ça veut dire que l'avis de la population locale ne sera pas du tout pris en compte derrière des projets qui peuvent s'avérer nuisibles et pouvoir exproprier des centaines de personnes. Donc je vais laisser Joël introduire sa partie. Alors, bonsoir, donc moi c'est Joël, non pas Camille, mais c'est aussi un prénom mixte, donc ça va aller pour ce soir. Donc je fais office de zadiste ce soir, non pas que j'occupe une zone ou que j'y ai habité, mais que j'ai beaucoup lutté sur ces zones d'occupation, ces zones de lutte, et en fait, on est un certain nombre à tourner beaucoup sur ces zones, donc comment dire, donc du coup j'ai légitimité à parler, voilà. Je m'embrouille un peu. Alors, je voulais juste compléter sur la loi Macron parce que c'est très important ce que tu disais. La loi Macron, en fait, l'article 28, c'est pas seulement les bus ou le travail le dimanche, c'est malheureusement aussi l'article 28 qui va permettre d'aménager le territoire beaucoup plus vite. Et concrètement, c'est une loi, si ce n'est pas intentionnel, en tout cas le résultat est là, c'est une loi anti-ZAD en fait, puisque tout ce qui était de l'ordre de la consultation, les commissions de dialogue, les consultations, les rapports d'expertise, tout ça ne sera rendu qu'après l'autorisation de construction, donc systématiquement les chantiers auront commencé quand la société civile, quand les gens pourront se mobiliser, quand on pourra construire l'opposition. Donc la loi Macron est évidemment un dispositif majeur qui nous empêchera dorénavant de faire des ZAD de la même manière. Maintenant, sur les ZAD, attendez, je vais essayer de mettre le micro parce que là je me tiens de travers, c'est pas super pour le dos. Voilà. Alors, donc sur la question des ZAD, ouais, j'aimerais tout d'abord déconstruire un peu le terme en fait, parce que ça me semble très important. On voit ZAD partout, ZAD dans les médias, c'est une ZAD, encore une nouvelle ZAD, où est-ce que sera la prochaine ZAD? On voit des cartes publiées dans les médias qui diront où sont les prochaines ZAD, y compris chez les constructeurs, notamment on a vu dans le journal des constructeurs, le Moniteur de début d'année, il y avait attention, les prochaines ZAD à venir, là où nous allons avoir des opposants.
Donc c'est très important quand même de déconstruire ce terme parce que les réalités sont très différentes, les individus sont très différents. Ce qui se passe à un endroit ne se passe pas de la même manière à un autre. Et ce qui réunit ces différentes initiatives, ces différentes occupations, en fait, c'est des pratiques, des envies, des liens qui sont construits d'un endroit à l'autre, des gens qui naviguent d'un endroit à l'autre. Et c'était un peu le sens de ce que je voulais dire tout à l'heure avant de m'en mêler. C'est qu'on est un certain nombre à tourner sur les différentes zones, à les renforcer, à y appuyer, à y apporter un appui. Donc, il n'y a pas des zadistes qui sont installés à un endroit, il y a des gens, des individus qui viennent renforcer des luttes, en fait, et qui, pour un certain nombre, vont choisir l'installation, et pour un certain nombre d'autres, vont aller et venir, en fait. Donc ça, c'est important, déjà, pour bien comprendre qu'il n'y a pas une entité de ZAD, de personnes qui ne bougent pas et qui à un endroit ont décidé d'occuper un endroit. Voilà. Sur moi, ce que je peux vous raconter, c'est comment s'est construit une ZAD, celle de Notre-Dame-des-Landes, pour que vous compreniez bien ce que c'est qu'une ZAD telle qu'elle est conçue aujourd'hui. Tout d'abord, vous connaissez sûrement le topo sur le projet de construction de l'aéroport. Donc le projet de construction de l'aéroport, c'était en 1974, il y avait un projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, un peu au nord de Nantes. Et ce projet, il a tout de suite rencontré une résistance parce qu'il venait s'inscrire aussi dans une période, comme l'a très bien d'ailleurs présenté Alain, c'est que dans cette période-là, il y avait un riche militantisme aussi écologiste naissant aussi, où en tout cas, les luttes du Larzac, les luttes de Plogoff et d'autres endroits en lutte ne sont pas étrangers du tout à ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire qu'il y a un réseau de lutte antinucléaire, de militants déjà très engagés en Bretagne, qui vont venir renforcer la lutte de Notre-Dame-des-Landes et créer les fondements, en fait, de ce que sera la CIPA bien plus tard, en fait. Donc, ils vont lutter pendant quelques années. Le projet sera finalement abandonné pour des raisons politiques en 1981 par Mitterrand. Mitterrand va abandonner le projet et donc il va être mis dans les cartons pendant encore 20 ans et ressortir qu'en 2000 avec le gouvernement Jospin. Dans toute cette période, qu'est-ce qui se passe? Une zone à l'abandon, c'est-à-dire une zone où les gens savent très bien qu'il va se construire quelque chose à moyen terme, puisqu'il y a un projet d'aéroport qui n'est pas totalement abandonné, et qui du coup va être protégé par ça en fait, parce que personne ne voudra construire à cet endroit-là, puisque tout le monde sait qu'il va se construire un aéroport. Donc personne ne va entreprendre, personne ne va rien acheter, et de plus le Conseil général a préempté déjà les terres sur place. Donc a peu à peu racheté les terres et les terrains, donc les fermiers qui lâchent leurs fermes sont systématiquement rachetées par le Conseil général sur place. Donc ce qui fait que peu à peu, une partie des terrains appartiennent au Conseil général et l'intégralité de la zone est un bocage qui est merveilleusement bien préservé en fait. L'endroit est magnifique. C'est une pleine nature, des bocages, des petits étangs, des fermes traditionnelles en pierre. Et tout ça, c'est la zone enfin, le projet d'aéroport a quelque part préservé la zone pendant toute une période. Et en 2003-2004, la CIPA est constituée. Donc ça, c'est l'ensemble des habitants, des agriculteurs, des gens qui sont sur zone et qui vont se constituer en association, qui vont réunir près de 80 constituantes, associations, organisations et individus sur place en fait. Et à côté de ça, on a aussi le collectif d'élus qui s'est mobilisé en parallèle, pour ne pas l'oublier. Voilà. Donc, tous ces opposants vont mettre en place les voies traditionnelles de mobilisation qui sont celles de la pétition, du rassemblement, de la manifestation, d'engager des procédures, de déjà s'approprier le dossier, parce que c'est toujours ça, c'est commun quand même à l'ensemble des endroits, des luttes d'aménagement, c'est qu'il y a une partie de société civile qui systématiquement travaille sur l'appropriation des dossiers. Et ce qui la rend très complémentaire. Entre la lutte des zadistes et la lutte de la société civile, il y a une complémentarité toujours entre ces deux formes de réaction. Donc,
la société civile sur place s'approprie le dossier. Et jusqu'en 2007, ils vont chaque été faire des grands rassemblements, des grands raouts qui rassembleront plusieurs milliers de personnes sur la zone en fait. Et c'est qu'en 2007 qu'ils vont changer de stratégie. C'est ancrer la lutte. Et c'est vraiment là un tournant aussi de cette lutte-là à Notre-Dame-des-Landes, c'est quand on ancre. Et c'est aujourd'hui une principale articulation de la lutte des zones d'occupation, c'est l'occupation de la zone. Donc la CIPA elle-même va occuper la zone puisqu'une des fermes, la vacherie, sur la zone va être mise à disposition des opposants pour les réunions, pour permettre de s'organiser, pour avoir un endroit logistique. À partir de là, ça change tout parce que les gens sont sur zone. Donc ils sont conscients de ce qui s'y passe, de ce qui avance et vont pouvoir mettre en place aussi la résistance à l'initiation du projet en fait. Parce que le projet, c'est quoi? C'est souvent une autorisation qui est signée, c'est des mois et des années sans qu'il ne se passe rien ou des choses sans que rien ne bouge. Et à un moment donné, ils viennent faire des repérages, ils viennent commencer à faire les premières études, et c'est là que vraiment la confrontation a commencé à Notre-Dame-des-Landes, quand les paysans eux-mêmes se sont opposés. Les paysans, à l'époque, il n'y avait pas de zadistes, d'occupants, ni quoi que ce soit. Donc en 2008-2009, on commence à avoir une occupation, une résistance aux tentatives d'exploiter le terrain. Donc les agriculteurs vont voler les carottes des gens qui analysent le terrain, je ne retrouve plus le nom là. Pas des naturalistes, non. Les naturalistes viendront bien après, mais en tout cas des géologues, voilà. Et donc ils voleront les carottes, les troupeaux seront lâchés sur les géologues pour les empêcher d'opérer, enfin Mais ça c'est aussi une caractéristique de la lutte qui a fait aussi sa force et sa richesse, c'est sa créativité et son inventivité et surtout ce côté toujours d'inventer des nouvelles formes de réaction qui sont toujours marrantes ou pas toujours marrantes, mais qui peuvent être marrantes. Malheureusement dernièrement c'est moins marrant, mais... il y a quand même une initiative, c'est qu'à un moment donné, en 2007, sur la zone, les agriculteurs, les gens du coin ont dit c'est quand même dommage, il y a une ferme à l'abandon, est-ce que quelqu'un ne veut pas l'occuper? Et donc c'est la première occupation de ferme, les rosiers en fait. Donc il y a quand même des gens, mais plus marginalement, qui vont occuper cette ferme. Et ça va être fondamental pour la suite de Notre-Dame-des-Landes, puisque ces gens-là vont vivre pendant 2 ans dans cette ferme, et en 2009 vont provoquer l'arrivée sur zone, enfin l'organisation sur zone d'un camp Action Climat. Un camp Action Climat, c'est un réseau européen qui se mobilise sur la question climatique. Ça existe depuis pas mal d'années, je serais incapable de dire la date du premier camp Action Climat, mais l'idée c'est d'allier des pratiques, donc s'autonomiser, avoir un camp qui fonctionne avec des éoliennes, des moyens autonomes d'énergie, de fabrication d'énergie, des moyens autonomes une autonomie aussi de pratique, d'organisation en assemblée, d'essayer d'expérimenter d'autres formes de réunion, d'autres formes de vie en commun en fait. Voilà. Donc le camp Action Climat, c'est aussi agir directement contre quelque chose. Et là en l'occurrence c'est agir contre le projet d'aéroport. Donc le camp Action Climat va durer 1 semaine en 2009. Il va être accompagné d'invasions en ville des machines de Lille à Nantes. Et ça va être accompagné ça va être l'occasion à la fin de cette semaine d'appeler à une occupation massive de la zone. Et donc là on a vraiment ce qui va être le fondement de l'occupation des personnes qui occupent. Puisque à l'issue de ce campement, un certain nombre de gens s'installent et 3 fermes vont être très rapidement ouvertes. Les Planchettes, la Boissière et la Gaîté. Ces 3 fermes, donc c'est toujours 3 fermes en dur qui sont occupées et qui se répartissent sur la zone. L'idée est de résister au projet par une occupation de toute la zone, en fait, géographique, physique. Donc ça revient un peu à cette question de géographie que tu évoquais tout à l'heure, c'est de résister à la géographie aussi par l'occupation de résister au projet par son occupation géographique. Donc de répartir les endroits d'occupation. Donc ça va se multiplier pendant 2 ans à peu près comme ça, où des gens vont expérimenter aussi. Et ça, c'est la nouvelle dimension aussi, c'est d'expérimentation d'autres formes de vie. Donc la forêt de Roanne, qui est une des forêts qui est menacée également par le projet, puisqu'il est censé se construire à cet endroit-là un mirador
qui surveillera les avions qui atterrissent, ce qui est tout à fait choquant quand on est sur place au cœur de la forêt, d'imaginer qu'il y a un avion qui atterrit à cet endroit-là. Mais donc, des gens vont occuper la forêt de Roanne, construire des cabanes dedans, et vraiment, ça va devenir un lieu de vie. C'est pas seulement des cabanes pour occuper un arbre, en fait. C'est vraiment des lieux de vie. C'est des magnifiques maisons qui sont immenses. Hein. Il y a de quoi loger 3-4 personnes dans certaines cabanes qui sont étendues entre plusieurs arbres, 4, 5, 6 arbres. Voilà. Je pourrais vous montrer éventuellement des photos, c'est assez chouette. Donc, pendant à peu près 2 ans comme ça, je vais accélérer un petit peu, mais pendant à peu près 2 ans comme ça, les gens vivent, produisent des alternatives, rien ne se passe, le projet suit son cours, et en 2011, Vinci obtient la concession de l'aéroport. Donc l'ennemi a un nom cette fois-ci, ça veut dire que c'est plus simplement le conseil général, il y a quelqu'un qui a répondu à l'appel d'offres, il y a une entreprise, donc ça va se focaliser, et un peu partout ça va produire aussi une réaction. Puisqu'on va commencer à avoir cette interconnexion entre des luttes, puisque l'ennemi a un nom, et Vinci aménage notamment à Rimki, en Russie, un projet d'autoroute. Et déjà à l'époque, des gens font la jonction entre Rimki et Notre-Dame-des-Landes. Donc il y a une internationalisation, les gens identifient un même ennemi, qui est une entreprise d'aménagement. Et Vinci, c'est quoi? C'est important aussi de le dire parce que ça rejoint la présentation de l'ami qui a fait une présentation sur les conflits d'intérêts. Vinci, c'est une ancienne entreprise d'État, puisque toutes ces grandes entreprises aménageurs, un grand nombre de ces entreprises étaient autrefois des entreprises d'État qui ont été privatisées, mais dont les dirigeants, dont les personnes qui sont aux commandes de ces entreprises sont encore des gens qui tantôt vont être en politique, tantôt vont être à la tête d'entreprises en fait. Il y a une navigation constante de ces technocrates entre les uns et les autres. Et il y a encore des liens très forts entre l'État et ces grandes entreprises d'aménagement. Ce qui explique aussi ces collusions, ces conflits d'intérêts en fait. Donc, à partir du moment où Vinci est là, il y a aussi une autre dynamique. La même année, en 2011, il y a le G8 en France, en fait. Le G8 qui est aussi, qui symbolise pour beaucoup de militants vraiment cette instance internationale de dirigeants qui dirigent. Enfin, c'est une perception d'un gouvernement par le haut et par l'économie, en fait. Et donc, il va être organisé un camp anti-G8 à Notre-Dame-des-Landes en 2011. C'est peu connu, il y a très peu de gens qui le savent parce que ce camp n'a pas très bien marché, qu'il a coûté beaucoup d'énergie à ceux qui l'ont construit, mais qu'il s'est quand même étendu sur 5 semaines durant cet été 2011. Et à l'issue de ce camp, 50 personnes se sont installées, près de 50 personnes se sont installées sur Notre-Dame-des-Landes en fait. Donc ça a changé radicalement les choses, parce que qui étaient ces mouvements en lutte sur l'anti-G8? Qui sont ces mouvements qui luttent sur les contre-sommets, ce qu'on a nommé les contre-sommets? Et là, c'est un héritage direct de l'altermondialisme, parce que l'altermondialisme du début des années 2000, de la fin des années 90, est porté par, d'un côté, les organisations altermondialistes, mais pour le côté libertaire, par un certain nombre de réseaux, parce que c'est des réseaux et non pas des partis, non pas des organisations, c'est des réseaux d'interconnexion de groupes en lutte qui mobilisent sur les contre-sommets. Et ça, c'est qui? C'est Dissent, c'est Guy Felsoli en Allemagne, c'est Dissent aussi en Angleterre, en France. C'est des réseaux de lutte contre les contre-sommets, en général, enfin voilà, contre les contre-sommets. Et donc ces réseaux-là, au moment, en 2011, un certain nombre de personnes de ces réseaux-là vont apporter une nouvelle culture militante. Et surtout, les personnes qui viennent à ce moment-là, parce que les personnes qui s'étaient installées préalablement venaient déjà en partie de lutte urbaine, parce qu'une grande partie des gens qui ont renforcé la lutte de Notre-Dame-des-Landes, qui se sont installés sur place, ne viennent pas de lutte de la campagne, ne viennent pas de lutte rurale, ils viennent de lutte urbaine essentiellement. Et là, ça a accentué encore le processus parce que ces gens venaient du terrain social et non plus écologiste. Parce qu'avant, on avait les gens des réseaux Action Climat qui s'étaient installés
Et là, on a des gens qui sont purement sur des questions de lutte sociale, qui vont s'approprier les problématiques écologistes, en fait. Donc, ce qui change radicalement la façon de percevoir, de s'organiser, de réagir et de percevoir la lutte sur place. Puisque on va rattacher cette lutte aussi à Nantes, et un journal va sortir, Nantes Nécropole, c'est la métropolisation qui est visée, et on ne détache plus les luttes rurales et les luttes urbaines, on rattache le tout dans une même dynamique qui est celle d'identification d'une logique, l'aménagement du territoire. C'est la lutte contre l'aménagement du territoire, en général, quelle que soit la forme qu'elle prend. Et même si après, les organisations ont eu besoin pour beaucoup d'identifier les grands projets, en fait, les grands projets inutiles et imposés. Mais les grands projets inutiles et imposés, il y a eu aussi une déconstruction dans le milieu libertaire de cette appellation-là, parce que grand projet, qu'est-ce qu'est un grand projet? Ça, c'est une question. Le Grand Paris, c'est un énorme projet, en fait. Et le Grand Nantes, tout ce qu'on veut, toutes les villes sont grandes maintenant et mises en concurrence. C'est un grand projet d'aménagement du territoire dans sa globalité, en fait. Et cette logique-là n'est pas seulement à l'œuvre en France, elle est à l'œuvre dans toute l'Europe, en fait. Dans les différents pays, on a cette logique d'aménagement du territoire, de globalisation de l'aménagement du territoire, la mise en concurrence des villes, parce que ça provoque des marchés publics qui génèrent de l'argent, voilà, à court terme, qui génèrent de la dette à long terme, en vérité. Mais, donc, sur la question de... Ouais, donc les milieux libertaires ont, enfin, la lutte qui s'est ancrée donc, en 2011, il y a eu l'ouverture de Zad Nadir, l'organe comment dire, pas l'organe, mais la vitrine de communication de la ZAD s'est créée en 2011 en vérité, le site internet en fait. Et des journaux ont été produits, des brochures, du contenu écrit, du contenu de diffusion, du média en fait. La réappropriation du média. Parce que la lutte de Notre-Dame-des-Landes était relativement invisible, à part dans des milieux instruits, écologistes, et faisait parler d'elle essentiellement pour les rassemblements en été que la CIPA organisait sur zone. Mais là, il commence à y avoir une autre diffusion, qui est celle par des réseaux de lutte urbaine. Parce que des gens qui, comme moi, sont investis dans les luttes en ville, et ben, se sont tout à coup retournés et intéressés à cette lutte de Notre-Dame-des-Landes parce que des copains s'y étaient installés, parce que tout à coup on comprenait qu'on a intégré cette logique globale et parce qu'on s'est senti dans l'obligation de tout relier en un tout. Voilà. C'est un peu flou ce que je viens de dire, mais bon, c'est pas grave. Donc bref, je continue sur la lancée. Donc à partir de 2011, on a des structures informelles qui se mettent vraiment en place. Un automédia. Automédia, c'est quoi? C'est justement, comme disait Anna, sur la question des médias de masse, en fait. C'est qu'on constate dans les milieux militants, et pas seulement, dans beaucoup de choses, l'afflux d'informations, on est beaucoup dans une information de l'instant, ce qui laisse peu de choses à l'information de détail et l'information d'analyse, en fait. Donc les médias d'analyse, globalement, il n'y en a pas beaucoup qui s'arrêtent sur des questions comme Notre-Dame-des-Landes, même si sa médiatisation a accentué un peu ce truc-là. Mais en gros, l'idée, c'est de produire notre propre média, parce qu'un contenu qu'on produit nous, on est sûr de ce qu'on y trouve, alors que passer 1 heure avec un journaliste pour qu'il en tire 2 minutes de contenu totalement creux et édulcoré, franchement, c'est beaucoup d'épuisement pour rien, en fait. Donc c'est produire nos propres médias pour se réapproprier aussi à la communication. C'est quoi? C'est le développement de structures d'autonomie. Parce que à partir du moment où, en 2011-2012, il y a une centaine de personnes qui vivent sur la zone, dans une quinzaine de fermes et de lieux d'occupation, ça commence à faire beaucoup de monde. Et quelque part, il faut un principe de fonctionnement global et concerté pour que ça soit viable aussi. Et comment ça a été rendu possible? Parce qu'on a commencé à lancer des menuiseries, des forges, des boulangeries, un supermarché de la récupération, parce que l'idée n'était pas d'acheter la nourriture autour, mais
dans une certaine mesure de la produire. Donc il y a un jardin qui a été ouvert, le Sabot. Donc c'est produire notre propre alimentation. Et ça aussi, la produire d'une autre manière, c'est-à-dire d'intégrer aussi des cultures, de la culture responsable, sans engrais, etc. Donc c'est aussi cette expérimentation-là qui est très importante. C'est un supermarché de la récupération qui a été ouvert aux Planchettes, au cœur de la zone. C'est-à-dire que des gens allaient dans tous les commerces autour, demandaient les invendus ou allaient récupérer dans les poubelles et ramenaient tout à un seul endroit qui servait de supermarché pour l'ensemble des gens. Supermarché libre, évidemment, chacun se sert. Donc ce qui a permis d'approvisionner concrètement et de nourrir toute la zone en autonomie. Voilà. Toutes ces structures d'autonomie ont fait fonctionner la zone comme ça pendant 2 ans, avec une assez bonne cohésion et cohérence en fait. Et à partir du moment où les huissiers sont arrivés, est arrivée une autre échéance, c'est celle des expulsions en fait. Parce que jusqu'à là, il y avait quand même eu quelques expulsions un peu marginales, c'est-à-dire qu'il y avait eu des personnes expropriées de chez elles et leurs fermes immédiatement réoccupées derrière. Donc le processus, il y avait une boucle qui se bouclait, donc une maison restait jamais vide. Sur un DDL, une maison reste jamais vide en général. Mais, les huissiers sont venus à l'été 2012 et ont signifié l'expulsabilité d'un certain nombre de terrains de la zone. Et ce qui est arrivé très vite à l'automne, c'est qu'il y a 1500 gendarmes qui ont déboulé, gardes mobiles, qui ont déboulé sur la zone et qui ont en 2 journées expulsé l'ensemble des 150 habitants qui étaient à ce moment-là, en octobre 2012, sur la zone. Ce qui a été particulièrement violent, extrêmement difficile à vivre pour les gens sur place, qui a été ressenti violemment non seulement par les occupants, mais les habitants aussi, parce qu'entre-temps, il s'était quand même construit un certain équilibre, une complémentarité entre les gens de la CIPA et les occupants de la zone, parce que c'est pas toujours facile d'avoir des gens qui occupent la zone. Il y a des anecdotes assez marrantes, enfin il y a 10 millions d'anecdotes très marrantes qui sont marrantes que pour les gens de l'extérieur, de ce qui se passe sur la zone. Par exemple, quand un groupe qui défend le véganisme et l'antispécisme, donc la libération des animaux, la liberté des animaux, libère les animaux d'un fermier et que après on retrouvait, il y avait aussi un type qui dans la zone avait des kangourous et toutes sortes d'animaux un peu exotiques qui ont été libérés, sauf que évidemment, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Il y a un arrêté préfectoral pour l'abattage des animaux en liberté, d'animaux sauvages en liberté. Donc ces animaux ont été abattus par les chasseurs. Donc évidemment, ça crée des frictions, ça crée des problèmes, ce genre de choses. Mais ça, c'est une des anecdotes de la difficile construction de l'autonomie et des relations entre les gens. Mais à chaque fois, ça a été... les gens ont discuté, ont appris de leurs erreurs. On a reconstruit les liens avec les agriculteurs, les gens ont aidé les agriculteurs et inversement, et il y a quand même un certain équilibre qui s'est créé. C'est vraiment une complémentarité très importante par la suite dans ce qui va se passer au moment des expulsions, puisque au moment des expulsions, les gens vont se retrouver sans foyer, parce qu'ils étaient quand même occupants pour certains depuis des mois, voire des années, et se retrouvent sans maison du jour au lendemain. Et les maisons, comment ça se passe? Les gendarmes sont arrivés, ils ont amené les pelleteuses et la maison est rasée instantanément pour empêcher toute tentative de réoccupation. Et c'est très choquant parce que quand à un endroit vous avez vécu pendant des mois, il y a toute une vie, des choses qui se sont construites, vous arrivez sur ce même terrain, il a été rasé à ras, les caillasses enlevées, tout. C'est comme si le lieu n'avait jamais existé. C'est la négation de l'histoire du lieu, la négation de ce qui a pu avoir lieu, de tout l'historique des luttes en fait, enfin des gens et de l'histoire des gens antérieurement, c'est dire de toute façon on peut aménager cette zone, il n'y a plus rien, il n'y a plus de ferme, il n'y a plus de... Au fur et à mesure on supprime ce qui a été en fait. Et c'est cet événement-là qui a déclenché vraiment la mobilisation au niveau national, puisque un grand nombre de personnes ont été particulièrement bouleversées par ce qui était arrivé aux gens sur la zone. Et on a été un certain nombre, et c'est là que joue toute cette interconnexion entre les villes et les campagnes, puisque les gens qui étaient là-bas, c'est des amis qui étaient antérieurement pour certains de Paris, pour certains de Nantes, de Toulouse, de différents endroits. Et quand eux, ils ont perdu leur maison sur la zone, qui était pour eux un moyen de lutte, et nous, on a immédiatement créé des collectifs dans les différentes villes. Et en l'espace d'un mois, il y a eu 200 collectifs créés en France, en fait, en soutien à ce qui se passait sur Notre-Dame-des-Landes.
Nous, on a créé le nôtre le jour même des expulsions à Paris. Le soir même, on était 300 devant l'Assemblée nationale et on créait notre collectif, en fait, à Paris. Et c'est lancé une dynamique qui est intéressante parce que c'était l'export de ce qu'est la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'est tout à coup, c'était plus seulement une occupation de la zone, c'était une appropriation par l'ensemble des collectifs de ce qui se passait sur place, en fait. C'est que l'ensemble des collectifs ont été en partie occupantes de la zone, puisqu'elles se sont donné les moyens de se mobiliser sur place, de se déplacer pour aller soutenir. Et le 17 novembre, on a eu une manifestation de 40 000 personnes, en fait. 40 000 personnes qui sont venues de toute la France et qui ont lancé la manifestation de réoccupation de la zone. Donc ça consistait en quoi? Ça consistait en une action illégale menée par 40 000 personnes, parce que la réoccupation, c'était la réoccupation de terrains qui étaient expulsables, et la reconstruction alors qu'il y avait un arrêté d'interdiction de construction, c'était la reconstruction d'un espace collectif, en fait. Et on a construit un petit village qui ressemble un peu à un village de trappeurs au cœur de la forêt de Roanne, et qui a été construit par les 40 000 personnes qui sont venues, et dans les 2 semaines qui ont suivi, par les gens qui sont restés pour construire cet espace-là. Et cet espace-là, c'était pas seulement vous nous avez expulsés, on refait des maisons, non. C'était un espace collectif mis à disposition de la lutte pour l'ensemble des collectifs. Et l'idée, c'est que chaque collectif, depuis cette date, s'approprie le lieu semaine par semaine, en fait, parce que c'est le lieu de l'ensemble des collectifs. Donc l'ensemble des collectifs occupe la zone aujourd'hui. Et dans les temps qu'on suivit, nous, on a construit notamment une maison, en fait, entièrement en palette, à Paris. Et on n'a pas été les seuls, il y a eu plusieurs collectifs, à peu près 5-6 collectifs qui ont fait la même chose. Donc pendant 3-4 mois, on a construit patiemment, avec de la récupération uniquement, avec les mêmes méthodes d'autonomie. C'est-à-dire qu'on l'a fait dans un squat à Paris, parce que ça aussi, c'est l'autre volet de l'occupation. Occuper un chantier, c'est la même chose que squatter pour s'opposer à un chantier, c'est la même chose qu'occuper la ville. C'est occuper la ville pour résister aussi à des logiques de rénovation urbaine, en fait. Il y a beaucoup de squats actuellement qui sont aussi construits dans cette perspective, notamment le Dilingo à Ivry, qui est implanté dans une zone de rénovation urbaine où vont être détruits un certain nombre de logements sociaux, enfin un certain nombre de logements sociaux qui vont voir à la place un habitat bien plus cher et beaucoup moins accessible à la population qui habite maintenant sur place. Donc ces logiques-là sont les mêmes en ville et dans les campagnes, en fait. Donc nous, on a construit une cabane, une maison qu'on a amenée là-bas discrètement parce qu'il y avait des interdictions d'entrée de matériaux de construction, interdiction de pénétration de la zone, toutes sortes d'arrêtés d'interdiction divers et variés, très inventifs du préfet. Et donc on a amené ça de façon nocturne, en pénétrant dans la zone de façon nocturne. Voilà. Et donc cette maison-là, c'était pas simplement pour que des gens habitent, c'est devenu l'espace de l'automédia et des médix, parce que c'est un autre volet de l'autonomie. C'est sur les manifestations qui ont eu lieu en soutien, parce que chaque année il y a une manifestation à Nantes en soutien au printemps. Le 22 février, vous en avez peut-être entendu parler, des zadistes ravagent le centre-ville de Nantes. Donc, dans cette manifestation, on met en place des structures aussi informelles qui sont très importantes. C'est ce qui est les legal teams et les medical teams, en fait. Parce que, qu'est-ce qui se passe? On assiste sur Notre-Dame-des-Landes à une violation systématique du droit, en fait, du droit des gens et du droit dans la construction. C'est ce qui a été exposé aussi avant. La plupart des grands projets d'aménagement sont des projets illégaux. Ils enfreignent la loi, en fait. Et donc il y a toute une logique de démontrer ça par des rapports d'expertise. Et si Notre-Dame-des-Landes est en gel actuellement, c'est parce qu'il y a un petit animal qui a bloqué le projet, en fait, le campagnol amphibie, qui n'avait pas été prévu dans le projet de compensation, parce que dans la compensation, on est censé veiller à la protection de l'ensemble des espèces protégées sur zone. Sauf qu'ils avaient oublié le campagnol amphibie dont ils ne pouvaient pas assurer la survie.
Donc il y a un tout petit rat, un petit raton, un petit campagnol qui a bloqué le projet pendant un bon moment et c'est lui qui aujourd'hui bloque le projet en grande partie parce que les recours engagés contre le projet incluent les espèces protégées et la zone humide. Zone humide, ça a été expliqué, mais en gros, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est comme une grosse... Vous lâchez un pavé dans une grosse... vous mettez un pavé sur une zone inondée, enfin gorgée de flotte, ça fait remonter la flotte ailleurs, et surtout ça empêche la flotte de transiter à travers. Et le problème, c'est que des zones humides, des endroits comme ça, sont extrêmement riches dans la biodiversité, uniquement parce qu'il y a un ruissellement. Et si on bloque ce ruissellement, et ben la zone en aval, non seulement est impactée la zone sur place, mais aussi la zone en aval et la zone en amont, puisqu'il n'y a plus d'échange de sédiments et des apports entre les deux zones. Voilà. Bon, c'était la petite histoire technique. Je ne sais pas si... Ouais. Donc... Je peux poser une question? Vas-y. Merci. Qu'est-ce que révèlent selon toi les occupations, que ce soit en ville ou à la campagne, de terrain comme ça, de territoire? Révèle dans quel sens? Dans la nécessité. Qu'est-ce que ça révèle de la nécessité d'occuper en fait dans les changements de pratiques militantes et d'opposition? Ce que ça nous apprend, ce que ça nous apprend, nous, ce qu'on a appris, c'est que par exemple, ce qui s'est fait à Notre-Dame-des-Landes, ce qui est très riche et qui est vachement ancré dans un territoire militant, déjà à la base, n'est pas forcément la même chose dans un territoire comme Sivins, qui a été expulsé là, il y a 2 semaines, assez violemment. Ça nous a appris déjà ça, c'est que le mimétisme n'est pas possible en fait, on ne peut pas reproduire le même schéma dans différents endroits parce que le contexte est très important et qu'il est très important de travailler le contexte et pas seulement arriver et dire on occupe. Il faut absolument travailler avec les gens autour parce que ce qui s'est posé à Sivins, c'est en gros les agriculteurs sont très hostiles, particulièrement agressifs, ont été très violents, ont cassé les voitures des militants, à coups de, pas seulement des militants, de tous les sympathisants, tous les gens qui venaient sur place, ils ont cassé les voitures à coups de batte, ils sont allés poursuivre des gens, ils leur ont volé les affaires, les portables, les cartes d'identité, toutes sortes de choses, intimidation diverses et variées des gens en soutien localement, alors qu'à Notre-Dame-des-Landes, les gens localement, ils venaient apporter le pain, ils ont amené des chaussettes, ils ont fait la cuisine pour les gens quand ils ont été expulsés. C'est un autre contexte. En fait, la sympathie énorme qu'il y a eu autour de Notre-Dame-des-Landes s'est pas retrouvée à Sivins, où ils se sont retrouvés assiégés littéralement par une centaine d'agriculteurs de la FNSEA, qui étaient particulièrement agressifs. Et donc ça nous enseigne quand même qu'il faut beaucoup travailler l'antériorité des luttes sur place, savoir ce qui s'est déjà fait, qu'est-ce qui existe déjà sur place, s'appuyer beaucoup sur les gens qui sont déjà investis sur place, voilà. Et sinon, Sivins, il y a aussi un autre facteur qui, lui, a été bloquant à Notre-Dame-des-Landes, c'est que à partir du moment où ils ont commencé à aménager, c'est ressenti comme perdu par un grand nombre de gens. Et ça, c'est dommage, parce que beaucoup de gens considèrent qu'à partir du moment où l'aménagement commence, c'est perdu, et donc désertent la lutte. À Notre-Dame-des-Landes, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où ils ont voulu construire le barreau routier, systématiquement les pylônes des lampadaires ont été détruits. Quand ils ont voulu creuser des mares de compensation pour déplacer les espèces, parce que c'est complètement débile, on prend une mare, on va creuser un trou plus loin, on prend toutes les espèces dans une grosse bâche plastique et on va les redéverser dans la mare plus loin. Comme si un écosystème fonctionnait comme ça. Mais en gros, dès qu'ils ont essayé de creuser ces mares, elles ont été rebouchées immédiatement dans la nuit par les militants sur place. Et ça, c'est une réaction, c'est aussi caractéristique de Notre-Dame-des-Landes, c'est une créativité immense, c'est une réaction immédiate. Quel est l'organe de diffusion audio principal de la zone de Notre-Dame-des-Landes? C'est Radio Klaxon. Et Radio Klaxon, c'est quoi? C'est le piratage de la radio de Vinci, quand même. C'est de Vinci Autoroute. Donc les gens qui passent sur l'autoroute à côté, dans un rayon de 30 km, reçoivent la radio de la ZAD qui a été piratée et sur laquelle sont diffusées les infos de ce qui se passe sur la zone. Donc systématiquement, dès qu'il y a eu une incursion de gendarmes, ils sont restés longtemps sur la zone, ils sont restés pendant 4-5 mois à paralyser tous les carrefours et à provoquer énormément de blessés. Il y a eu plus de 150 blessés sur Notre-Dame-des-Landes
blessés, c'est blessés graves, mutilés dans un certain nombre de cas. C'est extrêmement agressif. Ils envoient des grenades qui laissent des éclats dans les jambes, dans les bras. Ils tirent au flashball sur les gens. Et le flashball a été remplacé par un lanceur de balles de défense qui est encore plus agressif, en fait, qui provoque des fractures, des dégâts particulièrement importants. Et ça a été utilisé tout le long de la lutte de Notre-Dame-des-Landes sur les gens sur place, en fait. Et qu'est-ce que... ouais, j'ai perdu le fil. Ouais, en tout cas, ce que je voulais dire... ouais, maintenant j'ai perdu. En fait, je peux être un peu plus précis sur ma question, si tu veux, parce que je vas-y. pas précis, en fait. C'est plutôt qu'est-ce qui pousse les gens à dépasser les modes de lutte traditionnels. Enfin, tout à l'heure, vous parliez du fait que notamment le Tikkun, qui est en fait le comité invisible maintenant, avait étaient les héritiers alors effectivement des situationnistes, mais aussi des altermondialistes. En fait, on voit bien les limites des altermondialistes depuis les années 90, et que donc il y a eu depuis lors un désengagement des luttes collectives et la nécessité de passer à autre chose, c'est-à-dire d'employer d'autres moyens pour répondre aux nécessités de lutte, c'est-à-dire être conséquent politiquement, pouvoir proposer un réel rapport de force et donc aussi mettre en place des contre-pouvoirs. Donc ma question, elle portait sur qu'est-ce qui fait qu'on est dans un rapport tel au conflit aujourd'hui, ou pour un certain nombre d'associations au non-conflit, pour que l'occupation soit une nécessité dans la lutte pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. C'est-à-dire que, en fait, l'article 28 de la loi Macron, il ne révèle pas le fait qu'on ne peut plus discuter et qu'il n'y a plus la place pour les citoyens de dire ce qu'ils pensent, parce qu'il n'y avait pas besoin de ça pour que les débats démocratiques, de démocratie participative soient du flanc, mais c'était déjà largement assez le cas. En fait, ça empêche une occupation de territoire. C'est-à-dire qu'en 5 mois, on n'a rien le temps de faire. On a juste le temps de voir le truc se construire. Quand on n'a pas le temps de se réunir, effectivement, ça rejoint ce que tu disais sur le fait d'être ancré dans un territoire et en lien avec les gens qui sont déjà des habitants, et que cette chose-là est essentielle dans toute lutte, en fait. On a besoin de solidarité, on a besoin de contact, on a besoin de faire nourrir des choses ensemble et du coup d'avoir des assises propices à ça. Et c'est ça c'était autour de ça que tournait ma question tout à l'heure, c'est-à-dire le conflit avec l'État. On voit qu'il a de multiples formes qui sont complémentaires les unes des autres, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a été dans la nécessité d'occuper physiquement un territoire, de construire non seulement des cabanes, mais surtout des barricades, pour s'y opposer et pour empêcher effectivement, donc c'est-à-dire pour être conséquent politiquement, la construction d'un aéroport. Concrètement, à partir du moment où toutes les procédures engagées officiellement, que ce soit par les commissions de consultation publiques qui donnent des avis positifs aux aménageurs alors que les gens sont globalement contre le projet localement, que ce soit toutes les démarches juridiques engagées par les opposants qui sont totalement ignorées parce que... Enfin, qui sont méprisés même, parce que concrètement, le projet commence alors que les recours ne sont pas épuisés, en fait. S'il n'y a pas occupation, c'est ça qui se passe, en fait. Concrètement, systématiquement, ces projets sont illégaux. Ils sont illégaux parce qu'ils sont pas... les rapports d'expertise sont très souvent négatifs, d'expertise des scientifiques au niveau des faisabilités du chantier. Par exemple, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, la compensation n'est même pas viable, en fait. C'est-à-dire que si l'aéroport était construit tel qu'il a été conçu initialement, ce serait une grosse plaque de béton qui s'enfoncerait dans l'eau, en fait. Et que le mécanisme de compensation a été mal conçu, mal fait et n'est pas crédible, en fait. Elle a été démontée par les experts scientifiques. Donc l'occupation, c'est dire, c'est simplement, à un moment donné, c'est le seul moyen d'enrayer physiquement, par sa présence physique. Malheureusement, ça entraîne aussi beaucoup d'altercations, de conflits. Et sur Notre-Dame-des-Landes, ça ne s'est fait qu'au prix de barricades, d'affrontements. Systématiquement, il y a eu les chemins creusés, les routes
qui ont été bloquées, il y a eu des... Enfin voilà, c'est un blocage physique de la zone, c'est un retranchement en fait, qui a permis de préserver la zone. Et à un moment donné, il y a un capitaine de gendarme qui avait déclaré aux médias, étant donné le nombre de la force de la résistance sur place et le nombre de résistants, il est absolument impossible aujourd'hui d'expulser la zone de Notre-Dame-des-Landes autrement que par la force armée en fait. Et ça veut dire par les moyens militaires. Et c'était sa conclusion à lui. Et c'était assez intéressant à voir. Bon, après, l'inventivité est aussi sans limite dans le domaine. Je finis juste en 2 minutes pour laisser circuler la parole. Donc, sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui, concrètement, aujourd'hui dans la zone, les gendarmes se sont retirés parce que suite à la mobilisation, ils ont fini par céder, ils ont retiré les gendarmes. Les gens ont reconstruit l'autonomie alimentaire, beaucoup se sont mis à l'agriculture, suite à l'arrivée d'un réseau Reclaim the Field sur la zone, non pas Reclaim the Streets comme tu le citais tout à l'heure, mais Reclaim the Field, c'est une réappropriation, c'est un squat des champs en fait. On ne squatte plus des maisons, on squatte des terrains et on les met en culture pour faire vivre la zone. Voilà. Aujourd'hui se pose la question, et là ça rejoint la question des communes libertaires d'autrefois, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'à partir du moment où les gens ont atteint cette autonomie, ils ont aussi les moyens de se poser la question du devenir et de l'avenir en fait. Qu'est-ce que devient une zone où les gens se sont réappropriés collectivement les moyens de production, de consommation, de vie? Et bien concrètement ça devient une commune libre en fait. Ça veut dire une collectivisation des moyens une collectivisation de la gestion, de la vie, des moyens de se nourrir, de se vêtir, tout ça c'est géré collectivement. Voilà. Et donc ça c'est une réflexion qui est en cours à Notre-Dame-des-Landes, c'est que si la zone se pérennise, il y a l'envie de créer une commune en fait, que tous ces lieux soient reliés entre eux par un principe de commune. Et donc sinon sur la question du devenir, on se pose aussi la question de la possession des terrains, de possession collective des terrains, qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'au Larzac, il y avait eu cette question de rachat des terrains, de possession collective des terrains. Et bien ces questions-là sont réabordées aussi aujourd'hui. Est-ce qu'on doit posséder les terrains? Comment on peut les posséder? Comment on peut se les réapproprier collectivement? Parce qu'il y a une grosse différence entre l'époque du Larzac et aujourd'hui. C'est qu'un terrain, avec le cadastre et tout ça, un terrain n'est plus divisible physiquement. Vous ne pouvez pas acquérir 1 mm² d'un terrain. Vous êtes obligé d'acquérir la totalité de ce terrain et vous ne pouvez plus vous le diviser en 10 000 mm². Vous êtes obligé de le posséder via une SCI à plein d'individus. Et du coup, c'est la SCI qui est attaquée si jamais il y a une expulsion. Donc on peut expulser quand même, on n'est pas obligé d'engager une procédure contre les 1000 personnes, mais contre la SCI, contre la structure de possession légale du terrain. Donc ce qui rend les choses un peu plus faciles qu'à une autre époque en fait. Voilà. Et concrètement sur la question de la mobilisation, eh ben, il y a un processus aussi très intéressant qui suit dans les différentes villes et dans les différents lieux d'aménagement maintenant, d'avoir un peu une réflexion sur de combattre le cœur du système en fait, c'est-à-dire les partenariats publics-privés, parce qu'ils représentent concrètement un outil de corruption massive. Étant donné, enfin, je dis ça un peu, je balance ça un peu comme ça, mais le BPP, c'est concrètement le cœur et le nœud du problème, puisqu'on ouvre une offre qui ne peut être remportée que par ceux qui ont une taille suffisante pour remporter l'appel d'offres, c'est-à-dire les 6 aménageurs français, Eiffage, Vinci, Bouygues, etc. C'est les seuls qui peuvent remporter ces appels d'offres sur des énormes trucs comme ça. C'est quoi? C'est un endettement des communes, c'est-à-dire que la commune va concéder un droit de construction pour l'aménageur va venir, il va faire un stade, il va faire je sais pas quoi, parce que ça va, pour des visées électorales, ça fait bien d'avoir construit un stade dans sa ville, sauf que c'est quoi? C'est un endettement sur des années. Pendant 10 ans, 15 ans, ça va être une gestion par l'aménageur et non pas par la ville, parce que c'est lui qui l'a construit, donc c'est lui qui le possède, et le remboursement se fait dans la durée. Et si jamais le lieu n'est pas utilisé à la hauteur de ce qu'on en espérait,
eh ben, ça veut dire que l'État va devoir rembourser en fait la sous-utilisation de ces structures. Et si jamais la construction ne se fait pas, l'État doit indemniser le constructeur pour le fait qu'il n'a pas pu construire en fait. Donc tout ça, c'est un endettement massif. Les PPP sont un endettement massif de l'État en fait. Voilà. Voilà, je vais finir là-dessus, mais en tout cas, moi j'y vois vraiment un truc premier à combattre, parce que c'est une spéculation des territoires en fait. Merci beaucoup aux deux intervenants. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc on va peut-être prendre 2 questions, parce qu'on ne peut pas occuper collectivement la zone malheureusement. Oui. Oui, un des reproches principaux que j'ai vus à l'encontre des ZAD, c'est la présence de militants violents, enfin, agressifs ou provocateurs contre la police. Alors moi j'y suis jamais allé sur ces ZAD, donc je ne peux pas savoir. Toi apparemment tu y étais, donc tu devras pouvoir me renseigner honnêtement, j'espère. Et je ne sais pas du tout si c'est avéré. Le problème de ce qu'on peut en trouver sur internet, c'est que c'est des vidéos, donc à chaque fois c'est partiel et dans les deux sens. On ne voit jamais complètement sur qui repose la faute. Et donc c'est un peu, à mon avis, une des choses qui dessert principalement le mouvement des ZAD, et j'aimerais bien savoir ce qu'il en est en vérité. Alors brièvement, concrètement, il n'y a pas eu de provocation à l'égard de la police avant que la police ne soit là, qu'elle détruise des maisons et qu'elle jette les gens dehors. Et donc à un moment donné, moi, très honnêtement, vraiment honnêtement, parce que je ne suis pas dans un discours partisan ou... très honnêtement, s'il y a eu des affrontements, c'est des affrontements défensifs sur la zone, concrètement. Ce qui n'a pas été le cas à Nantes. La manif du 22 février à Nantes était plus offensive. Mais à Notre-Dame-des-Landes, ça a été essentiellement des affrontements défensifs, c'est-à-dire des gens qui ont tenu des barricades pour empêcher les gendarmes d'entrer dans la zone et d'expulser. Mais il n'y a jamais... Il y a eu un cas très spécifique qui a été mis à jour. À un moment donné, il y a une brigade de gendarmerie du PSIC qui s'est infiltrée dans la zone, qui était déguisée avec des capuches, cagoules et tout ça. Et ça vous le retrouverez dans les journaux. Et qui ont incité des gens à affronter la police. Donc ils les ont embarqués avec eux. Et au moment où les affrontements commençaient, ils ont mis leur brassard et ils ont arrêté les gens. Et ils les ont sortis des barricades et les ont arrêtés. Et donc ça, c'est une infiltration policière avérée et une provocation. Par contre, là... donc les questions de provocation sont vachement complexes, donc il ne faut surtout pas s'aventurer dans ces terrains-là. Et après, il y a aussi un truc, c'est qu'entre les gens qui sont sur place et les gens qui sont venus pendant 1 an renforcer la lutte, c'est très compliqué. Du jour au lendemain, une personne peut passer, avoir d'autres façons de pratiquer. Et concrètement, oui, les gens sur place ont eu à souffrir d'un certain nombre d'initiatives personnelles de gens qui sont venus de je ne sais où, de plein d'endroits. Et ça a été difficile à gérer, mais ça a systématiquement été géré par la diplomatie et beaucoup de conflits internes. Voilà. Une autre question? On va pouvoir prendre la parole. Merci beaucoup. Merci à vous.